Fidèle au poste, mesdames et messieurs, dimanche, comme vous le savez, c'est Info 7 qui retrace les temps forts de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un expert au ministère de l'économie. D'ailleurs, ça tombe très bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'économie congolaise ces derniers temps. Beaucoup de plaintes, beaucoup de gens en tout cas disent que ça ne va pas. Et nous allons savoir un peu plus avec Roby Kayenga, qui est aussi porte-parole du parti Autre Vision du Congo, parti cher à Didier Boudimbu. Et ce parti, comme vous le savez, est allié de l'UDPS, parti au pouvoir. Très heureuse donc de vous recevoir, Roby Kayenga. Merci, madame. Expert au ministère de l'économie. J'ai posté dernièrement sur ma page Facebook que j'ai acheté moi personnellement une petite tomate comme ça à 1000 francs. Et beaucoup de gens ont dit, c'est vrai, ces derniers temps, les produits de première nécessité ont pris vraiment de l'ascenseur. On ne comprend pas très bien, les fêtes de fin d'année sont passées et tout ça. On dirait que le ministre de l'économie, Madame Akassia Bandoubola, ne maîtrise pas son secteur parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui se passe? Non, madame, vous savez, je voudrais dire au peuple congolais que nous avons hérité d'une économie qui est extravertie. Le Congo ne produit presque rien. Tout ce que nous avons vient de l'extérieur. Vous savez, le problème avec le Congolais, c'est qu'ils ne savent même pas le rôle, les attributions du ministère de l'économie nationale. Le ministère de l'économie nationale ne produit rien pour le Congolais. Le ministère de l'économie régule le marché intérieur. C'est-à-dire, lorsque les importateurs amènent leurs produits, et ça arrive au Congo, c'est là que nous régulons. Nous régulons en faisant quoi? En contrôlant la marge bénéficiaire, en contrôlant leur structure des prix. Vous savez, avec la loi de 2018, il y a ce qu'on a appelé, la loi prévoit la liberté des prix. Donc chaque importateur, chaque personne, chaque opérateur économique est libre de fixer le prix des produits de première nécessité, mais tout en respectant la marge prévue par la loi. Et le ministère de l'économie ne fait que contrôler pour voir est-ce que vous avez respecté la marge bénéficiaire. Il y a flambée des prix des produits de première nécessité. La question que nous devons nous poser, est-ce qu'il y a rareté ou pas? La réponse est qu'il n'y a pas rareté. Pas rareté du tout, mais on ne comprend pas. Et aussi, il y a de spéculation, notamment avec le surchauffe qu'il y a sur le marché. Quand vous regardez les taux de dollars, par exemple, qui est monté, le peuple congolais ne sait pas que ce n'est pas à l'économie de fixer le taux de dollars. C'est la Banque centrale qui fixe. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le ministère de l'économie nationale. Mais nous comprenons la misère du peuple. Nous comprenons la souffrance de notre population. Nous comprenons. Et par solidarité gouvernementale, c'est pourquoi on reste quand même calme, on essaie de ne pas réagir. Maintenant, sinon, il y a chaque secteur qui devait produire. Si chaque secteur arrivait à produire, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Et c'est comme ça que le chef de l'État a demandé qu'on puisse diversifier nos ressources. Qu'on puisse produire dans tous les autres secteurs. Le ministère de l'économie aujourd'hui travaille avec d'autres ministères pour que ces ministères-là puissent arriver à produire. Et aussi, Madame Akassia a mis en place les comités des structures de suivi des prix des produits de nécessité. On est dans cette structure avec tous les opérateurs économiques pour prévenir le surchauffe, pour prévenir l'augmentation des prix et tout ça. Roby, je peux vous appeler Roby. Roby, mais on déplore de fois quand on envoie ces inspecteurs, entre guillemets, ils sont souvent soudoyés. On le sait, parce que je dis, on peut envoyer les inspecteurs sur le terrain, on sait comment ça se passe, on va le soudoyer et puis bof, rien ne va changer. Quels sont les mécanismes de contrôle que vous avez pour contrôler, permettez la tautologie, ces inspecteurs que vous envoyez sur le terrain? Je vous dis que Madame le ministre, c'est parmi des ministres honnête du gouvernement. C'est parmi les dames qui ne touchent pas au vin, au pot de vin. Et c'est ce qui justifie parfois le lynchage qu'il y a. Parce que rien ne justifie. Permettez, je ne peux pas prendre parti, mais elle est vraiment lynchée médiatiquement. Et là, c'est chef hiérarchique, qui est le Premier ministre et le chef de l'État. Qui lui a fait de reproches par rapport à ce qui se passe? Parce que le Premier ministre, qui est un grand économiste, qui est un professeur d'université, il connaît ce que c'est l'économie congolaise. Pourquoi il ne lui fait pas-t-il des remarques? Pourquoi le Premier ministre est là et pour travailler avec elle? Parce qu'on sait qu'elle est en train de faire un travail de titan. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Il y a des aigris, il y a des gens de mécontents et tout ça. Madame est à pied d'œuvre. Elle travaille pour l'intérêt de la population. Et elle travaille sans toucher au pot de vin. Elle travaille dans la vision du chef de l'État. Ces inspecteurs? Les inspecteurs, je vous dis, madame, ces inspecteurs qui vont sur terrain, ils sont accompagnés de membres du cabinet du ministre
pour contrôler effectivement ce qui se passe. Et je vous dis, avec l'engagement de Madame le ministre et les instructions qu'elle a données de manière très claire, si un inspecteur s'hasarde à toucher au pot de vin, Madame, elle sera sanctionnée. Il sera sanctionné. Et les mesures ont été prises. Il y a même certains inspecteurs qui sont déjà tombés dans les filets. Merci. En tout cas, nous espérons vraiment que cela va se faire parce que, comme vous l'avez dit, vous suivez cette population, ces réclamations, ces plaintes. C'est très dur. Nous allons prendre le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons aller contre Kalev. Vous savez, nous allons parler un peu de l'ancien administrateur de ces services de renseignement. Beaucoup de ces anciens détenus illégaux, entre guillemets, ont tenu une conférence de presse. Ils portent plainte contre M. Kalev et la célébration cette semaine du 14e anniversaire de la publication de la Constitution. Les choses commencent à se préciser autour de la plainte contre Kalev Mutanda, les nombres des plaignants aussi. Dans un premier temps, on était à 6. Aujourd'hui, on vient d'avoir encore 27 victimes. C'est-à-dire, si on fait la totalité, nous sommes maintenant au nombre de 33. Si aujourd'hui nous sommes déterminés à poursuivre M. Kalev et consorts, c'est puisque nous voulons que dans le futur, que cette manière barbare ne puisse pas continuer. Un collectif d'avocats s'active déjà autour de Maître Georges Kapiamba pour formaliser la dite plainte qui va comporter 3 griefs. Détention arbitraire, torture, les traitements inhumain et dégradant. Si on n'a pas une suite favorable au niveau de la République démocratique du Congo, nous savons comment nous pouvons agir dans les jours à venir. Au cours de cette conférence de presse, l'avocat du député provincial Gekoko Mulumba va tâcher d'expliquer où se situe la responsabilité pénale de l'ancien administrateur général de l'ANER. M. Kalev est un préposé de l'État congolais, mais qui s'est rendu pénalement responsable des faits infractionnels. L'État congolais ne peut pas le poursuivre sur le plan pénal, mais il peut être poursuivi sur le plan civil et non sur le plan pénal. Mais pénalement, c'est M. Kalev qui devra seul répondre et non l'État congolais. Mais d'ores et déjà pour le président national de la SCOD, l'ancien patron de l'Agence nationale de renseignement doit payer pour tous les sévices causés. À en croire Jean-Claude Muyambo, ce dernier fait partie des personnalités congolaises ayant induit l'ancien président de la République dans beaucoup d'erreurs. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je salue l'organisation de cette conférence commémorative par l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en cycle. La tradition a été respectée à l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique à l'occasion du 14e anniversaire de la promulgation et l'entrée en vigueur de la Constitution, loi fondamentale du pays. En présence du ministre Pré, le chef de l'État, le directeur exécutif de l'IDGP a circonscrit le cadre. Nous sommes donc ici pour célébrer la Constitution et l'alternance démocratique dont le principal artisan est le peuple congolais. Si dans le passé, une telle commémoration s'est déroulée en l'absence des plus hautes autorités de l'État pour marquer leur volonté de se soustraire du respect de la Constitution, nous nous réjouissons que le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, ait décidé en réalité de se déplacer personnellement pour être des nôtres en la personne de son Excellence, Monsieur le ministre, près le président de la République. Sur le banc des panélistes se trouve notamment Irène Sambo, la ministre déléguée en charge des personnes vulnérables, a mis en exergue la volonté politique de l'actuel leadership national dans l'application de l'article 49, resté théorique sous les régimes précédents. Il vous souviendra le rejet de plusieurs fois des listes de candidatures au gouvernement central par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour non prise en compte du genre, de la représentation des jeunes et des personnes handicapées. C'est une première pour la République démocratique du Congo et ça a inspiré beaucoup d'autres pays qui se sont posé la question de savoir
comment se fait-il qu'aujourd'hui, le président Félix, à peine arrivé, il retarde alors qu'il y a eu beaucoup de critiques, la mise en place de son gouvernement, tout simplement parce qu'il veut répondre aux dispositions constitutionnelles. À noter, la nouvelle constitution obtenue à l'issue du référendum du 18 au 19 décembre 2005 est la troisième, après elle promulguée le 1er août 1964 et celle du 24 juin 1967. Roby Kayenga, je vous prends sous l'angle de droit. Vous êtes avocat. Ce qui se passe aujourd'hui avec Kalev, nous commençons un peu. Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement, tout simplement? Parce que Kalev a été, comment on appelle, administrateur hein, de l'ANER, donc il suivait aussi des ordres qui venaient peut-être d'en haut. Pourquoi s'attaquer à Kalev et pas à celui qui donnait ses ordres? Madame, la Constitution, tout est réglé par nos lois de la République. La Constitution dit ceci. La loi fondamentale dit ceci, que nul ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. C'est ce qu'en fait Kalev devait savoir, que même si on lui donnait des ordres qui étaient manifestement illégaux, il ne devait pas les exécuter. C'est ça en fait les comportements républicains. S'il a exécuté un ordre manifestement illégal, il engage sa responsabilité. Et le plus grand problème, c'est que M. Kalev devait vivre dans la retenue totale. Parce qu'il est dépositaire. Ces déclarations qui ont énervé. Il est dépositaire des secrets d'État. Madame, c'est comme moi, avocat. Je suis dépositaire des secrets professionnels. Il y a des choses que je ne dirai jamais même à mon épouse. Dans le cadre de mes dossiers, dans le cadre des consciences de mes clients. C'est comme un pasteur, c'est comme un prêtre. C'est comme un médecin. C'est comme un médecin. Il ne peut pas révéler ça. M. Kalev est parti d'un homme d'État à un militant d'un parti politique. Un haut fonctionnaire. Tu quittes le summum de la fonction de l'État et pour devenir un militant d'un parti politique et commencer à se comporter comme un militant d'un parti politique. Donc c'est ça en fait qui est en train de le rattraper dans ces déclarations. C'est ce qu'on reproche, Roby, avant que l'idée fuit dans ma tête, m'échappe. Vous avez soulevé quelque chose de fondamental, la politisation de tous les secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui vous dites que non, Kalev s'est comporté comme un militant, disons-les franchement, du PPRD ou du FCC. Aujourd'hui, même pour les entreprises, on a ouï dire qu'il y a déjà des noms qui circulent, des noms des partisans de tel ou tel parti, pour le partage des postes dans les entreprises. Cette politisation à outrance, maintenant, on peut pas se dire aujourd'hui, c'est la faute à Kalev, parce que vous choisissez tout par rapport au parti politique. Je suis désolé, Kalev ne pouvait que... comment je peux dire, ne pouvait que rendre compte à celui qui l'a mis là, donc son parti politique ou sa famille politique. C'est tout simplement, voilà, c'est ça le comportement qu'il faut décourager. Le chef de l'État, quand il est arrivé, il vient de nommer quelqu'un qui était déjà au niveau de l'ANR. Il n'est pas allé chercher ailleurs à l'UDPS pour nommer quelqu'un qui lui est redevable par lui, parce que l'ANR doit faire son travail. Le chef de l'État est arrivé, il a fermé tous les cachots illégaux. C'est là qui a la responsabilité. D'abord, l'ANR ne peut pas détenir des cachots. S'il a détenu des cachots, il y a des gens qui ont été... Détention arbitraire, traitement inhumain. Effectivement, il y a, madame, je connais le chef de l'État quand il a dit, Tshisekedi, lorsqu'il dit qu'il va donner un peu un visage humain. Et nous, en tant qu'avocats, nous connaissons ce que c'était l'ANR. On vous venait pour assister votre client, on ne vous le permet même pas. Vous pouvez faire une semaine, 2 semaines, vous cherchez là où se trouve votre client, vous ne savez pas là où il s'est trouvé. Tout ça, nous avons vécu ça. C'est parce que le chef de l'État dit qu'il ne va pas finir dans le passé, que tout ça est oublié. Mais le chef de l'État ne peut pas interdire à un Congolais de déposer plainte lorsqu'il a été, ses droits ont été violés. C'est ça, en fait, le comportement de ces 33 victimes. Ils se sont estimés victimes. Ils ont dit que maintenant, il y a l'avènement d'un état de droit. Ils déposent leur plainte et c'est leur droit le plus fondamental. Et ce n'est pas de l'acharnement. Parce que si Kalev est allé outre ses responsabilités. Il a torturé les gens. Encore que la torture est imprescriptible. Donc, il doit engager sa responsabilité. On ne peut pas aujourd'hui empêcher un Congolais qui a été victime d'une infraction d'aller déposer plainte. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi, comme il a dit, d'éventrer les bois? Vous avez dit qu'il détient les secrets d'État. On sait sous d'autres cieux comment on protège ceux qui sont à la tête de ces services, comme aux États-Unis, c'est pas n'importe qui est numéro 1 du FBI, de la CIA et tout ça. On les protège parce que, comme vous le dites, ils détiennent les secrets d'État, les anciens présidents et tout ça. Vous allez mettre Kalev au cachot ou en prison et tout ça. Vous n'avez pas peur qu'ils ouvrent des placards avec plein de dossiers? Mais qui va l'écouter?
Parce que, madame, qui peut écouter Kalev dans ce pays? Qui? Tous les Congolais qui ont été victimes de son comportement? Qui va écouter Kalev dans ce pays? C'est comme ça que je dis qu'il a commis une erreur. Il redevient citoyen ordinaire, c'est ça? Non, mais il est militant d'ailleurs d'un parti politique. Donc il a une opinion politique maintenant. Donc il aurait dû garder le prestige de ses fonctions. Moi, à sa place, j'ai resté. Parce que vous savez, on ne quitte jamais les services de renseignement. On ne quitte jamais. Il ne peut pas être au sommet des services de renseignement pour se réduire à un militant d'un parti politique. Ça, c'est quand même bien pour lui. Donc, nous estimons qu'il devait garder le prestige des fonctions qu'il a assumées en restant hors la politique. Déjà, on se rend compte qu'il était là comme membre du PPRD, alors qu'il assumait les fonctions d'État. Madame, vous imaginez que le chef de l'État est au pouvoir, mais l'UDPS organise une rencontre, une célébration de 38 ans, il ne vient pas. Parce qu'il n'est plus militant d'un parti. Parce qu'il est devenu le chef de l'État, il ne peut pas aller dans des activités de partis politiques. Mais quand vous voyez quelqu'un qui quitte sans transition, il quitte de haute fonction d'État au militantisme d'un parti politique, c'est quand même, quand même assez... On se rend compte qu'est-ce qu'on a. On a vraiment les hommes d'État, les hommes fiers de leurs responsabilités qu'ils ont assumées, où nous avons besoin de gens qui étaient là ne serait-ce que pour plaire à un individu. Je crois que ça, c'est vous. Mais moi, j'ai dit, ces Congolais qui ont déposé leur plainte, moi, en tant qu'avocat, je suis le soutien. Vous les soutenez. Et si ça ne marche pas, ils ont dit, si ça ne marche pas avec la justice congolaise, ça va se passer comment? Non, ça va marcher. Le chef de l'État a dit, pas de justice faite à la présidence. Donc, il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. Vous imaginez, madame, quelqu'un comme un conseiller chef de l'État, très proche de lui, son ami d'enfance, il a été arrêté et envoyé à Mekala. C'est pour vous dire que personne n'est au-dessus de la loi. Lorsque vous avez enfreint les droits des autres, lorsque vous avez commis des faits infractionnels, je crois que la justice est là pour faire le travail. Nous ne voulons plus cette justice à deux vitesses. Cette justice qui est comme des toiles d'araignée où il n'y a que les mouches qui peuvent s'y prendre et les hirondelles y passer à une vitesse de croisière. Je peux passer du coq à l'âne, comme nous sommes dans le domaine de la justice. Vous le savez, il y a une consoeur qui a été... On a porté plainte aussi contre une consoeur qui a vilipendé les femmes de l'Est sur les réseaux sociaux avec des termes assez choquants. Vous l'avez suivi aussi. Et beaucoup disent, comme elle est d'une certaine tribu, elle s'est dit de la famille présidentielle et tout ça, donc les gens disent que rien ne va se faire. Vous êtes sûr que la plainte portée contre cette journaliste par les femmes de l'Est, par un avocat aussi, le nom m'échappe, peut-être ça reviendra. Chris Chemassi, merci. Voilà, est-ce que ça peut aboutir aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir confiance en notre justice? Madame, il n'y a pas de statut. Quel que soit de sa tribu ou son appartenance politique. D'abord, je vous dis, il n'y a pas de statut de famille présidentielle dans la Constitution. Ce n'est pas ni une institution, il n'est juste d'aucun privilège de juridiction ni des immunités. Je n'en connais pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle la même langue avec le chef de l'État qu'il est devenu une famille présidentielle. Encore qu'il faut définir ce que c'est une famille présidentielle. Or, nous définissons nos concepts par rapport à la loi et à la Constitution. Et par rapport à la Constitution, il n'existe pas de famille présidentielle. Je crois que c'est peut-être par analogie que les gens arrivent à dire des choses comme ça. Je vous ai dit ici, madame, si des gens se sentent vexés, et que ces gens sentent que leurs droits ont été offensés par un comportement antisocial, ils ont le droit de déposer leur plainte. Et il n'y aura pas d'implication politique ou d'implication de la prétendue famille présidentielle pour qu'elle soit lavée alors qu'elle a commis des faits. J'ai suivi moi-même la vidéo et je condamne ce genre de comportement. On ne peut pas... Et vous pensez que le chef de l'État l'a envoyé pour dire des choses comme ça. Et vous savez, il y a c'est vous, votre métier. J'ai toujours dit qu'il faut qu'il y ait quand même un ordre de journalistes. Pour quand même qu'on nous donne quand même des bons produits, madame. Est-ce que vous pouvez faire des propos comme ça? Est-ce qu'elle est réellement journaliste? Est-ce qu'il y a une déontologie journalistique? Est-ce que ça existe dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez vous battre pendant que vous êtes encore vivant, pendant que vous êtes encore forte, pour que vous puissiez mettre en place ne serait-ce qu'un ordre qui va commencer à enseigner la déontologie et faire respecter la déontologie journalistique? Est-ce qu'elle est journaliste, effectivement? Moi, je ne connais pas si elle est journaliste. Est-ce qu'elle est journaliste de quel média? Elle fait quoi? Je ne connais pas. Mais on se réveille le matin, quelqu'un se met à insulter des femmes qui souffrent déjà du viol, et vous venez encore les insulter. Je me demande si, effectivement, la Constitution est une poussière de minutes. Doit-on modifier? On a fêté le 14e anniversaire de la promulgation de cette Constitution. Est-ce que, selon vous, Roby Kayenga, il y a des choses à modifier dans cette Constitution? Oui, il se pose un problème d'opportunité et un problème du moment. Est-ce qu'on doit modifier la Constitution maintenant? Pour moi, je dis qu'il faut encore expérimenter. C'est vrai qu'il y a des choses
qui aujourd'hui, on doit pas se taire, on doit lever l'option. La double nationalité, on doit lever l'option et dire, voilà, est-ce qu'on doit continuer avec la double nationalité ou pas? Est-ce que le bilan que nous pouvons donner, on doit faire un bilan? Je pense que ce n'est pas dans une émission comme ça. Et on doit faire une autopsie sérieuse, article par article. Qu'est-ce que les articles doivent s'appliquer et qu'est-ce qui ne s'applique pas? Est-ce que la parité qui était conseillée dans la Constitution, est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce que la liberté d'expression est respectée? Est-ce que les droits fondamentaux garantis aux citoyens congolais sont respectés? Faisons une autopsie et voyons les dispositions qui sont en désuétude, qui ne sont plus d'application, on peut le revoir. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'accord entre Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe, nous les appelons affectueusement Fachi et Veka. Le professeur Mbata réagit par rapport à cet accord et l'annonce de marche de soutien pour les FARDC. Alors que l'opinion politique s'interroge sur le pouvoir qu'a le président de la République, le constitutionnaliste André Mbata, lui s'appuyant sur l'article 69 de la Constitution, souligne que le chef de l'État a des pouvoirs réels et qu'il n'est pas là pour inaugurer les ouvrages. Si vous prenez l'article 69, on vous dit le président de la République représente l'État, il représente la nation, il est le chef de l'État. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est un article vraiment terrible. Si le président de la République est lui-même une institution, supposons qu'il a des problèmes avec l'institution gouvernement. Ça fait deux institutions parce que l'article, la Constitution vous donne la liste des institutions. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les cours des tribunaux. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Mais prenez que lui est président de la République. Il a des problèmes avec l'institution gouvernement. Qui va assurer l'arbitrage? Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il a des problèmes avec l'Assemblée nationale, une autre institution. Qui va assurer l'arbitrage? Donc je suis en train de dire qu'il n'est pas là pour inaugurer le chrysanthème. Est-il possible pour Félix Tshisekedi de briguer un deuxième mandat à la magistrature suprême alors qu'il existe un accord entre lui et son directeur de cabinet Vital Kamerhe, dans le cas de la coalition Cash? Le directeur exécutif de l'IDGPA répond par l'affirmative. Un accord ne peut pas prévaloir sur la Constitution. Il n'y a aucun accord signé entre deux individus. Du reste, non endossé, même si l'État ne sait pas le parti politique, qui va priver Félix Tshisekedi de son droit à se représenter aux élections de 2023. Notons que ce jour, le climat n'est pas au bon fixe entre le responsable de l'UDPS et ceux de l'UNC, deux formations majeures de la coalition Cash. C'est à travers la marche des soutiens au FARDC de ce samedi que les jeunes du collectif Allez-y les FARDC ont choisi de montrer leur attachement aux vaillants soldats des forces armées de la République. D'où la présence de tous et vivement souhaité, a fait savoir Michael Mpoy. Il est appelé à tous les Congolais de venir participer, d'y être là, faire voir à ceux qui sont en train de combattre pour la victoire au niveau de l'Est, faire voir que nous sommes de cœur avec eux et que nous voulons certainement la victoire, comme l'a dit le chef de l'État. Il est appelé à tous les Congolais de venir demain participer à cette manifestation au soutien aux FARDC. Le communicateur de cette structure, Michael Mpoy, appelle à la participation de tous les Congolais à travers la collecte de fonds qui a déjà débuté. Il est demandé à tous celui qui se sent congolais, tout celui qui est congolais d'apporter quelque chose parce que nous allons faire la collecte de fonds. Une collecte de fonds, $1, $2, $10, ça dépend des moyens de chacun d'entre nous. Donc il est demandé à tous celui qui viendra, congolais, d'essayer un peu de donner de l'argent, parce que nous avons déjà une structure d'organisation dans laquelle nous devons aller visiter les femmes de ces gens, de ces vaillants combattants qui sont au niveau de l'Est, et nous allons aussi envoyer quelque chose au niveau de l'Est pour essayer un peu de fortifier nos vaillants combattants qui sont au fond pour le calme de l'Est. Moi je suis congolais, j'ai déjà donné ma contribution. Il y a des gens qui ont eu à donner leur contribution. La bateau, nous sommes contacter Bisso. Numéro de la Bisso est 081 218
1977 081 218 1977. À noter que cette marche de soutien au FRDC ira de la place échangeur délimitée jusqu'à la place triomphale comme point de chute. Roby Kayenga, ici, les Romains vont s'empoigner, comme on dit. Hein. Cet accord entre Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe, l'accord de Nairobi. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des boucliers qui se lèvent, hein, déjà par rapport à cette question. Selon la Constitution, vous m'avez soufflé, ce n'est pas obligatoire que le président fasse des mandats. Mais nous avons déjà suivi la guéguerre, c'est comme on appelle les partisans de deux partis. L'un disent que non, le président actuel doit respecter l'accord de Nairobi parce que c'est grâce à cela qu'il est aujourd'hui chef de l'État. L'autre camp dit non, selon la Constitution, le président peut se permettre de faire 2 mandats parce que c'est le peuple de toutes les façons qui a le dernier mot. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2023? Est-ce que cet accord aujourd'hui est déjà caduc, obsolète, ou le président qui est un homme de parole doit respecter cet accord de Nairobi? Puisque accord, on le sait, ça existait à Nairobi. Ce que je voudrais que nos téléspectateurs comprennent, c'est que l'accord de Nairobi n'est pas une interdiction à la Constitution pour que le chef de l'État brigue un second mandat. Parce que apparemment, les gens pensent que c'est une interdiction. Il ne peut plus se représenter. Non, c'est un accord entre partis. Ce que dit le prof, il dit que ça ne peut pas prévaloir, ça ne peut pas aller dépasser la Constitution. Parce que c'est un accord entre partis qui n'a rien à voir avec la Constitution, mais qui ne viole pas aussi la Constitution. Parce qu'il n'est pas interdit au chef d'État de faire un seul mandat. Il n'est pas interdit. Il peut faire un seul mandat et l'autre mandat arrive. Mais cet accord-là a été déjà violé au départ. Si vous vous souvenez, l'accord prévoyait que Vital Kamerhe soit le Premier ministre. Cet accord prévoyait ainsi. Et Vital Kamerhe n'est pas Premier ministre, directeur de cabinet. Et donc, quand on avait posé la question à l'honorable Vital Kamerhe sur RFI, il était clair. Il dit, lui est là pour servir le peuple. Qu'il soit, il a même dit, même si Vital Kamerhe est bourgmestre de la Gombe, les gens envieront ces postes-là. Parce qu'il s'agit de Vital Kamerhe. Et donc, il est là pour l'intérêt du peuple. Si l'intérêt du peuple voudrait que Félix soit le candidat en 2023, je pense que Vital Kamerhe, qui aime ce peuple, se pliera à ça. Par rapport à ses partisans, qu'est-ce que vous allez dire que non, il va sacrifier peut-être ses partisans par rapport à cela. Vital n'est pas seul. L'UNC n'est pas constitué que de Vital Kamerhe. Non, il a des partisans, il a ceux qui le suivent depuis des années qui disent, vous voulez nous sacrifier, nous, parce que vous ne voulez pas être les partisans avaient demandé et à Vital et à Félix de retirer les signatures dans l'accord de Genève. Exactement. Et c'était pour que Vital soit le candidat. Et Vital a regardé, il a dit non. Par rapport à l'ancrage politique de l'UDPS, il était bon que le candidat de l'UDPS soit le candidat que nous devons soutenir. Et beaucoup disent... il a accepté. Et donc, ses partisans ont accepté aussi ce choix. Je pense que si Vital Kamerhe, encore en 2023, il est capable de convaincre ses militants. Mais pourquoi le comportement de militants de l'UNC doit gêner? Ça ne gêne pas. Je suis un excellent confrère, Pero Louera, si je prononce bien son nom, que je l'appelle Pero. Pero a dit, Vital Kamerhe a choisi ce poste-là de directeur de cabinet, c'est un poste très stratégique, pour se refaire une santé financière. Tout simplement, parce qu'il veut rebondir en 2023. Dans son objectif, l'objectif final de Vital Kamerhe, c'est être président de la République. Vous ne pouvez pas lui en vouloir, il a ses ambitions aussi. Alors, vous ne voulez pas aussi prendre les Congolais, permettez vraiment l'expression pour des cons. Beaucoup le savent, que Vital Kamerhe veut être président de la République en 2023. Alors, vous n'allez pas nous dire que non, Vital est un saint, il aime trop le Congo, il aime trop les Congolais, il va encore se désister en 2023. Oui, mais Vital a déjà été candidat dans ce pays, président de la République. Il n'a pas gagné. Il a été candidat en 2018. Il a accepté que l'autre puisse gagner et qu'il soit être candidat à sa place. Il a cédé. Et donc, je crois que parfois les journalistes disent des choses dont ils ne détiennent pas les preuves. Vous savez, vous les journalistes, quand on va vous demander, vous allez cacher vos sources. Donc, je pense que votre confrère que vous avez cité, si on l'amène aujourd'hui devant la justice pour qu'il apporte les preuves de cet enrichissement, je pense qu'il n'apportera pas la preuve. Ce sont des choses de supputation.
des supputations, des choses que les gens disent comme ça et tout ça. Mais être mais candidat... il est cité dans plusieurs dossiers. C'est vrai, il est cité dans plusieurs dossiers aujourd'hui. On dit même que c'est lui qui a été arrêté, le DG de Safricas. Safricas. Monsieur David Blackner. Exactement, qu'il a cité presque que le nom de VK. Son nom est cité dans presque tous les dossiers sales de ce pays. On ne va pas se voiler la face. Nous sommes en pleine démocratie aujourd'hui. Nous sommes à Congo et nous disons la vérité. Son nom est cité partout. Et aujourd'hui, on dit que le président de la République, Vital Kamerhe, aujourd'hui est un boulet parce qu'il a un directeur de cabinet politique et non technocrate. Les gens le disent. Il ne faut pas interdire aux gens de réfléchir. Les gens réfléchissent. La justice est en train de faire son travail. Le chef de l'État a demandé dans un conseil des ministres, il a instruit au ministre de la Justice de mettre en place des dispositions judiciaires pour que les auteurs de ceux qui ont détourné l'argent des sauts de moutons ainsi que de 100 jours soient traqués et en justice, qui sont amenés en justice. Le premier est tombé dans les filets. Je pense que les auditions continuent. Je pense que j'ai suivi le rapport du Conseil des ministres de la semaine passée, de la semaine qui vient de s'écouler. Et donc, ils ont dit qu'ils n'ont pas encore tous les éléments, mais ils sont en train de... Mais s'il arrivait... Et le ministre a même insisté, il a dit, nous demandons au chef de l'État que nous puissions... Ces enquêtes doivent aller jusqu'à la fin. Si ça arrivait aujourd'hui, que l'on cite Vital Kamerhe qui puisse être poursuivi par la justice, est-ce que le président peut le lâcher, peut livrer Vital Kamerhe aujourd'hui? C'est la question. Non, mais le chef de l'État n'a pas pour le rôle de garder les criminels avec lui, de protéger les criminels. Je crois que nous sommes battus pour un état de droit. Nous sommes battus pour un état de droit. Il l'a dit lui-même pendant la campagne, que peu importe celui qui sera avec moi et à mes côtés, dès que vous commettez des actes qui sont répréhensibles par la loi, la justice va s'occuper de vous. Si Vital Kamerhe s'est rendu coupable de certains faits, il va répondre de ces actes. Et ça n'a rien à voir. Et nous, au niveau des alliés de l'UDPS et l'UDPS, nous avons dit que ceux qui sont cités dans les dossiers commencent d'abord par démissionner d'abord. Démissionner, et Jean-Marc Kabound était formel là-dessus. Il a dit, vous démissionnez pour permettre à la justice de faire son travail. Et donc, et cela, peu importe votre qualité, peu importe votre parti politique. Quand nous le disons, ce n'est pas seulement M. Vital, même ceux qui sont... Beaucoup disent que l'UDPS veut le départ de Vital Kamerhe. Vous ne visez que Vital Kamerhe à l'UDPS. L'UDPS est allié, vous ne visez que VK. Non, nous ne visons pas la tête de VK. Ouais. Nous ne visons pas la tête de VK. C'est vous qui me dites ici que VK est cité dans beaucoup de dossiers. C'est vous qui me dites. Alors, vous voulez que en tant qu'expert et une intelligence de mon pays, ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. C'est extrêmement grave. Non, mais moi, j'essaie tout simplement de dire l'action est devant la justice, parce que je suis avocat, donc la justice est en train de faire son travail. Mais vous me dites, parce que vous êtes journaliste d'investigation, et donc je prends au sérieux vos déclarations. Et donc, si il est cité dans beaucoup de dossiers, il faut que nous disons que ceux qui sont cités là, qu'ils commencent par démissionner, pour laisser la justice faire bien son travail. Et donc, si il est attesté à suffisance de preuves que M. Kamerhe se serait rendu coupable des détournements de fonds de l'État, je crois que le chef de l'État ne pourra rien faire devant la justice. Il n'a pas le temps d'aller bloquer la justice à faire son travail. Les FRDC aujourd'hui, beaucoup de soutien, cette marche de soutien par rapport à FRDC, avec ce qui se passe à l'Est de la République. Nous sommes femmes, nous soutenons ces femmes violées, ces filles violées. Je profite encore de ce plateau, de ce micro pour féliciter encore le docteur Mukwege et son équipe qui sont là, qui se battent pour réparer ces femmes. Permettez vraiment le nom parce que c'est son surnom, le réparateur des femmes. Mais en tout cas, nous sommes de cœur avec ces femmes de l'Est et nous ne permettrons à aucune, et surtout à une femme, de dénigrer nos compatriotes, nos femmes violées de l'Est de la République. Aujourd'hui, Roby Kayenga, il y a eu encore mort d'homme à Béni. Je me suis levé ce matin, je regardais actualité.cd, 7 sur 7.cd, encore des morts. On se demande qu'est-ce qui ne va pas? À quand la fin de cette histoire? Est-ce que le chef de l'État est parti? On a suivi, c'était quoi la tripartite ou la quadripartite au Rwanda? Toutes ces sorties-là avec ces gens-là, est-ce que ça n'aboutit pas? Qu'est-ce qui se passe avec les... Non, madame, vous savez, nous sommes dans une guerre qui est asymétrique. On ne voit pas l'ennemi en face de nous. Ce sont des gens qui s'organisent et qui viennent la nuit, ils commettent des exactions, ils tuent 2, 3, 4 personnes et ils s'enfuient dans la forêt. C'est en fait ce qui se passe à l'Est. Mais il faut quand même dire à l'opinion congolaise, c'est que les FARDC ont fait un grand travail. Des bastions occupés pendant 20 ans ont été délogés. Et ces gens sont en train d'être pourchassés par nos militaires. Mais quand ils se rendent compte qu'ils sont dans un désespoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent. La nuit, ils apparaissent dans le noir. Et puis ils tuent, ils égorgent et ils s'en vont. C'est quand même triste, ça fait mal. Mais c'est dans la guerre à laquelle nous nous sommes confrontés. Ce n'est pas une guerre où vous voyez un ennemi qui est là et vous allez combattre contre l'ennemi. Et donc, il faut un peu de temps. Mais je vous dis,
les ADF arrivent à manipuler l'opinion publique, ce qu'ils font là, c'est juste pour manipuler l'opinion. Et ils le font parce qu'ils savent que quand ils vont tuer deux, on va relayer ça. Qu'on fasse quoi, qu'on ne relaye plus cette histoire? Pour moi, pourquoi vous nous proposez quoi? Qu'on n'en parle plus de morts? Qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent ça. Ils veulent que la population puisse haïr les FARDC. Qu'ils puissent haïr leurs dirigeants, qu'ils disent non, voilà, ils ne font rien pour vous, et donc voilà, on est en train de vous tuer, malgré l'engagement du chef de l'État, malgré ce que les FARDC sont en train de faire, ils ne nous font rien, nous sommes là, on continue à tuer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils manipulent, et je suis sûr qu'ils sont en train de réussir leur objectif. Donc ce qu'il faut faire ici, leur faire un embargo médiatique, un embargo médiatique, ne pas relayer leurs informations, ne pas dire ce qu'ils font, parce que c'est comme si quand les médias prennent ça, ils mettent ça sur la place publique, et là-bas, ils se disent qu'ils sont forts. Et la population, le petit peuple comprend, dit, ah, donc, ils ont déclaré qu'ils sont en train de mener, mais voilà, les gens sont en train de mourir, donc la guerre continue. Donc, mais en réalité, il y a la volonté ferme du gouvernement, la volonté ferme du chef de l'État, la volonté ferme de nos FARDC pour l'éradiquer. J'ai suivi une vidéo, madame, lorsque les FARDC ont récupéré quelques bastions de... Ils ont chanté, ils ont dit le Congo, j'ai vu les militaires chanter, j'ai senti en eux l'amour de la patrie. J'ai vu la même vidéo. L'amour de la patrie. Et je me dis, mais ces gens ici, qui sont en train de chanter comme ça, donc ils sont en train d'aimer leur pays, et donc ils ne peuvent pas accepter que les ennemis viennent envahir notre pays. La guerre médiatique, c'est vrai que vous nous dites de ne pas relayer, c'est aussi une option, là. La guerre est aussi médiatique, mais on nous reproche aussi souvent notre faiblesse par rapport aux informations, surtout de notre côté. La grande muette, c'est vrai que de temps en temps, l'armée essaie aujourd'hui, et je félicite le service de communication de FARDC, qui aujourd'hui on parle aussi des victoires, parce qu'à l'époque, on ne savait absolument rien de ce qui s'est passé. Et vraiment, merci au service de communication des FARDC qui, de temps en temps, nous disent que non, nous avons gagné. Ça remonte aussi le moral. Parce que la guerre, qu'on le veuille ou pas, la guerre est sur terrain, la guerre est aussi médiatique, la guerre est aussi sur les réseaux. Donc, il faut qu'on gagne sur tous les plans. Nous allons maintenant parler, mesdames et messieurs, de la descente de Martin Fayulu à l'Unikin. Vous le savez, hein, après l'accident qui s'est déroulé la semaine passée, on avait donné un bilan provisoire le dimanche passé, mais objectivement, après le recul du temps, il y a eu une quinzaine de compatriotes tués lors de cet accident mortel. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, est descendu sur terrain pour réconforter ses blessés. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, la première dame aussi, Denise Nyakeru, est descendue et on lui a pris son sang. On a vu les images parce qu'il y a eu carence de sang à l'Unikin. Et le tirage au sort pour le CHAN. Parlons un peu de sport parce que nous l'oublions souvent. Nous avons gagné 2 fois le CHAN. Nous espérons que cette fois-ci, on sera encore, en tout cas, on remportera encore le CHAN. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, Martin Fayulu va s'enquérir de l'évolution de l'état de santé des victimes de l'accident de bypass, encore en soins. Le président national de l'ECD prendra le temps d'échanger avec quelques-uns d'entre eux. Fayulu n'était pas venu bredouille. Dans ses mains, une enveloppe et des vivres qui seront remis aux responsables des cliniques universitaires afin d'assurer la poursuite des soins. Dans un autre centre hospitalier, non loin du site où a eu lieu cet accident, des victimes encore présentes estiment qu'ils ont été oubliés par le gouvernement s'agissant de leur prise en charge. Dans la foulée, l'ancien candidat président de la République va décider de prendre leurs soins en charge. Touti kuna na clinique universitaire totali bo bazali kuna toyeba kite ke misusu bazali awa mais tant que totali et pas eu accident salamaki ndeko moko ayebisi biso talo dispensaire eza en face bandeko mususu bazali kuna to komia otomoni situation na bango ba médecin balakisi biso ba facture balakisi biso ba kisi nyoso bazwa ki na ba pharmacie awa pona kosunga bandeko na biso. ezali motuya monene yango wana tozi prise en charge wana tolobi que biso tokosala tokobelela solidarité ya bana ya Congo bandeko oyo ba congolaise ba congolais bazali na poto bazali epai yo ndinga ya mboka oyo aza na mwa lomeya
tokosangisa yango mpona koya kofuta awa toyokani. À noter que selon les sources officielles, l'accident survenu sur la route bypass vers Rond-Point Gaba avait causé la mort de 16 personnes et une quarantaine de blessés. C'est depuis ce lundi que les fauves congolais sont fixés sur les adversaires et la vie dans laquelle ils vont évoluer dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, dont la phase finale est prévue au mois d'avril prochain. 3 adversaires pour 3 matchs, la Libye, les Congo-Brazzaville et le Niger. Eric Atolo, membre des Amis fidèles au Léopard, reste optimiste et confiant quant à la prestation des Léopards. J'ai suivi hier, les Léopards c'est tout dans le même groupe avec la Libye, le Niger et Congo-Brazza. La balle est dans notre camp. Parce qu'une équipe comme le Niger, comme Congo-Brazza, nous les avons toujours ramassés. Les Libyens sont en pleine guerre chez eux, le moral n'est pas haut. Je crois que nous sommes dans un groupe vraiment très confortable. Mais tout dépend maintenant de l'organisation. Nous avons tout intérêt à nous mettre ensemble pour donner beaucoup de bonnes chances à cette équipe qui va jouer les CHAN et à la rigueur à ramener la coupe chez nous. Ça serait le premier cadeau qu'Amos Simbayo va mener à la République démocratique du Congo en attendant bien sûr les affrontements pour la CAN et la Coupe du Monde. Il s'est rappelé que les ambassadeurs congolais dans cette joute continentale évolueront à la phase des poules à Douala, la 2e ville du Cameroun. Roby Kayenga, nous avons suivi la semaine passée, c'était le dimanche passé, juste en venant d'ailleurs pour Info 7 que j'avais eu cette information, c'était encore très chaud, j'avais dit 40 morts, mais avec le recul du temps, merci à Élisée Odia, c'est 16 personnes tuées lors de cet accident. Mais on a relevé une chose, c'est la prise en charge, les premiers soins qui manquait vraiment, parce qu'il y aurait peut-être eu des gens qui auraient pu survivre lors de cet accident. Pas d'ambulance, pas de soins C'est ça qui manque en République démocratique du Congo. Les gens ne savent pas faire les premiers soins pour sauver les gens. Non, mais madame, je n'ai pas vu une seule victime qui est décédée du fait qu'il n'y a pas eu de prise en charge immédiatement. Je crois que le ministre même de l'Action humanitaire est descendu sur place. Et ceux qui sont aux cliniques universitaires, vous l'avez épinglé ici, j'avais pensé que vous alliez mettre l'élément, mais vous ne l'avez pas mis. Ce qui est plus important, le sang c'est la vie. Vous avez vu la femme du chef de l'État donner le sang, son propre sang, pour que le Congolais puisse avoir la vie. Donc le sang c'est la vie. Les cliniques universitaires ont dit qu'il n'avait plus, il y avait un problème de rupture de sang. Et madame, la première dame est allée donner son propre sang pour que les compatriotes puissent avoir la vie. Je pense qu'il n'y a pas plus grand amour que celui-là. Il n'y a pas plus grand amour que celui-là. Nous avons suivi le candidat malheureux qui est allé faire son show. Donc c'est tout à fait normal. Mais on ne blague pas avec les vies des gens lorsque les personnes sont couchées sur les lits des hôpitaux et qui sont malades. Qu'on n'amène pas la politique partout. Qu'on n'amène pas des récupérations politiques, même pour des choses qui sont liées à la vie humaine. Le gouvernement a déjà pris en charge. Parce qu'il dit, il a été aux cliniques universitaires. Mais est-ce qu'ils se sont plaints, ils ont dit, par exemple, le gouvernement n'a rien donné? Non. Il y a des gens qui se retrouvent dans un dispensaire quelque part. Madame, on n'est pas obligé que l'État vous prenne en charge. Vous pouvez vous-même dire, voilà, j'ai connu un accident et je vais moi-même me faire soigner. C'est tout à fait normal. S'il y a des gens qui se sont retirés dans un dispensaire quelque part, à l'insu des autorités, et donc vous voulez que les autorités fassent quoi? Ok, pour vous, c'est un peu de la récup. C'est de la récupération autour des vies humaines. Même quand les gens sont fracturés, les gens sont malades, on veut récupérer des histoires politiquement. Et on dit, on fait un appel à la diaspora. Mais c'est quoi cette histoire? Tout est politisé en République démocratique du Congo, dommage. Mais nous allons parler un peu de foot. Hein. Le CHAN, nous sommes dans une équipe, on n'appellera pas ça poule de la mort, mais quand même ce sont des pays qui aujourd'hui se réveillent sur le plan footballistique. La Libye, la République du Congo et les Niger. Quelle chance vous donnez à notre pays pour le CHAN? Je pense que comme beaucoup de Congolais, nous aimons notre pays, nous aimons notre équipe. Mais nous n'allons jamais avec ce sentiment de certitude que nous allons gagner. Parce que dans la plupart des cas, nos fauves parfois arrivent à nous décevoir dans leur engagement à pouvoir maîtriser le ballon. Mais le CHAN c'est différent. Les gens, j'ai l'impression que les joueurs du CHAN se donnent à fond parce qu'on a gagné 2 fois. Hein. Ça c'est pas la CAN, ça c'est le CHAN. Exact. Donc c'est un peu différent. Mais ils mouillent vraiment le maillot. Non, mais les années se succèdent, ils ne sont pas les mêmes. Et ceux qui ont raté cette compétition les années passées, ils sont en train d'affûter leurs armes pour gagner aussi. Et donc c'est la bataille et c'est entre hommes. Il n'y a plus de petite équipe. Il n'y a pas de petite. C'est entre hommes aussi. Il n'y a
a pas une femme là-bas. Tout le monde sont hommes, tout le monde est homme là-bas. Et donc nous avons... Vous dites que les femmes ne jouent pas bien au foot. Roby, là, vous êtes sexiste. Aujourd'hui, le football féminin prend de l'ampleur, s'il vous plaît. J'ai dit, c'est comme si les hommes contre les femmes. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait un engagement, qu'il y ait l'amour de la patrie. Nous souhaitons qu'il gagne. Nous voulons qu'il nous montre qu'il gagne par un jeu cohérent et un engagement républicain pour pouvoir apporter la coupe. RC Congo, RDC. Je me rappellerai toujours du dernier CHAN où c'était vraiment passionnel et tout ça. Je me rappelle comment on a gagné la République du Congo et cette fois-ci, ça revient encore avec la République du Congo. Pour vous, pourquoi cette passion, on a ces relations presque, comment je peux dire, vraiment à fleur de peau avec la République d'en face, hein? Oui, mais parce que nous avons eu un passé aussi qui n'a pas été bon avec nos voisins, la plupart. Vous souvenez qu'il y a eu des Congolais qui ont été expulsés là-bas, et qui sont venus ici, et ça créait une certaine antipathie entre nous. Et quand nous les gagnons avec le foot, comme quand on avait gagné le Rwanda, les gens étaient soulagés. Vous voyez, les gens se disent, bon voilà, si avec l'armée on ne sait pas vous battre, mais quand même sur terrain nous vous avons battu, il y a toujours cette fierté, cet orgueil-là de dire voilà, nous avons battu ces gens. Et donc, notamment, parce que vous savez, à l'époque, le gouvernement, quand on nous a expulsés, il n'y a rien qui a été fait. En réciprocité, il n'y avait rien. On a laissé les Congolais qui sont restés pendant plusieurs années côté tout ça. Et donc, les Congolais avaient vu cette histoire et les Congolais ont eu une certaine antipathie vis-à-vis de nos voisins. Alors, c'est comme ça que quand on est confronté dans ce genre de compétition, les Congolais se sentent soulagés quand ils voient leurs équipes battre ceux qui les ont peut-être malmenés dans le temps passé, et donc ça donne quand même un sentiment de satisfaction. Le Cameroun, cette fois-ci, va abriter le CHAN, mais un internaute amoureux du foot m'a dit, posez un peu la question à Roby Kainga, comment la RDC n'organise jamais ces genres de compétitions, que ce soit le CHAN, la CAN et tout ça. On est vraiment un grand pays footballistique comme la RDC. Moi, depuis que je suis né, hein, en 1971 jusqu'à aujourd'hui, mon pays n'a jamais organisé quelque chose. C'est incroyable. Je ne comprends rien. Madame, nous n'avons pas d'infrastructure. Lors du 38e anniversaire de l'UDPS, j'étais au stade de Martyrs. Je fais un tour au-dessus, il n'y a même pas de toilettes pour le public. Non. Vous imaginez? Vous allez organiser ces compétitions avec quoi? Ne soyons pas hypocrites. Mettons du temps pour arranger nos choses. Nous n'avons pas d'infrastructure. Stade de Martyrs, madame, allez-y. Ne soyez pas au niveau de premier niveau. Montez au second niveau. Il n'y a pas de toilettes. Les gens vont faire leurs besoins là au-dessus. Moi, j'étais surpris de voir ça. Ça fait quand même très longtemps que je suis allé au stade. J'ai été au stade, la dernière fois c'était en 2011, lorsque le feu Tshisekedi était revenu de son voyage, de sa tournée héros américaine. Et donc j'étais là. Mais c'est depuis là jusqu'aujourd'hui, c'est cette année que je me suis rendu au stade. Mais j'étais quand même étonné. Et vous allez organiser des grandes compétitions avec ces genres de vestiaires, avec ces genres de infrastructures. Et d'ailleurs, quand vous regardez même notre pelouse que nous avons, il est déjà périmé. Et on risque la fermeture. Voilà, donc j'ai suivi mon ami Emmanuel Kandé le dire à haute voix sur les médias. Donc on il ne faut pas être, parce qu'on est une grande nation de foot, et finalement on doit organiser. Non, on a besoin des infrastructures. Et ça prend de moyens. Le football, il faut investir dans des stades modernes, il faut investir dans dans des bons terrains, et en ce moment-là, vous pouvez prétendre organiser. Voilà, nous allons passer dans votre secteur. Hein, comme vous le savez, la justice, il y a eu la prestation de serment des hauts magistrats cette semaine et nous allons reparler encore de la politique, vraiment de la crise socio-économique. Nous allons revenir encore sur l'économie parce que des fois, comme on dit, tout est politisé, mais nous allons mettre un peu l'accent sur l'économie de notre pays. Il s'agit de la prestation de serment de hauts magistrats de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Haute Cour militaire. Parmi les 6 hauts magistrats nommés le 7 février dernier figurent 2 de la Haute Cour militaire. Avant la prestation de serment légal, la conseillère principale du chef de l'État en matière juridique et administrative, qui avait le bâton de commandement de cette cérémonie, a tenu à rappeler le statut des magistrats selon la loi. La cérémonie d'aujourd'hui a comme base juridique l'article 13, alinéa 3 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, lequel, article 13, dispose: le magistrat nommé ou désigné prête serment devant le président de la République.
Pour le magistrat militaire, l'article 66 de la loi numéro 23/2000 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire fait obligation à ce dernier, avant d'entrer en fonction, de prêter serment devant le président de la République en personne ou par écrit. Ces nominations viennent jeter les jalons de rupture avec la justice décriée. Car une justice injuste est appelée à disparaître pour laisser ainsi la place à une justice susceptible d'élever la nation. Ces ordonnances ont entre autres pour vocation d'insuffler un vent nouveau au sein du pouvoir judiciaire congolais avec de nouvelles nominations afin de redorer l'image de la justice congolaise. Ensuite, s'en est suivi les moments forts de cette cérémonie, où ces héros nommés ont juré sous les drapeaux de respecter la Constitution. Cela en présence du commandant suprême de l'armée et de la police, Félix Antoine Tshisekedi. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment. Très sincères félicitations. Juste après, ils ont aussitôt signé le procès-verbal de prestation avec le directeur de cabinet Vital Kamerhe. Ce jour, 7 magistrats ont prêté serment, dont un nommé en 2018 sous le règne de Joseph Kabila. Celui-ci n'avait pas prêté serment en ce temps-là à cause d'un petit souci de santé. Désormais, les 7 hauts magistrats doivent exercer leurs fonctions. Ils ont tous obligation d'œuvrer pour une justice équitable, telle que voulue par la Constitution et selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La mauvaise gestion des finances publiques, mais également la dégradation du tissu économique, se trouvent parmi les facteurs principaux de la crise socio-économique qui caractérise ces derniers mois la vie des populations congolaises. À cet effet, Omer Katamba préconise notamment les choix des animateurs appropriés au sein des entreprises publiques. Il faut placer à la tête des régies financières des chasseurs de recettes, comme je les appelle, des chasseurs de recettes. Il ne faut pas mettre à la tête des régies financières des politiciens. Les gens, il faut mettre les chasseurs de recettes, comme je l'ai dit, les gens qui savent où se trouvent les recettes, comment les trouver et comment les canaliser. Ça, c'est très important. Si la question du budget nouvellement voté par l'Assemblée nationale fait objet d'une polémique, Omer Katamba banalise, insiste sur les taux d'exécution. D'abord, il faut préciser que les 11 milliards dont on parle, ce sont des prévisions. Ça, c'est un. Et lorsque vous avez des prévisions, il faut arriver à réaliser cela. Mais il y a un constat dans notre pays, les taux de réalisation ont toujours été très faibles. Très faibles, c'est 55%. Alors si nous allons de cette façon-là, vous allez constater que au bout à la fin de l'exercice, nous allons pratiquement avoir un budget si les choses restent telles que ça se présente, nous allons pratiquement avoir un budget de 6 milliards, 7 milliards au lieu de 11 milliards réellement. Et il faut aussi que le président de la République, ça c'est une recommandation, que le président de la République fasse de la gestion des finances publiques sa priorité. Sinon, si on continue à gérer les finances publiques de cette façon, sans respecter les contrôles des opérations budgétaires, sans respecter la chaîne des dépenses, ça sera très très difficile. Rappelons que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a promulgué pour l'année 2020-2021 un budget évalué à 11 milliards de dollars américains. Roby Kayenga, pardon, expliquez-nous un peu au magistrat, c'est quoi? Nous débattons un peu par rapport au terme. Au magistrat, c'est qui? Non, c'est un magistrat, mais qui, dans l'exercice de ses fonctions, a atteint le grade le plus élevé.
Donc, il reste à la Cour constitutionnelle Il est à la Cour constitutionnelle, il est à la Cour de cassation, il est au Conseil d'État. Ce sont des hauts magistrats. Ce sont des hauts magistrats. Donc, voilà. C'est un peu ça le distinguo que je voulais savoir. Et pourquoi il prête serment devant le chef de l'État? C'est prévu par la loi? Bon, la justice congolaise est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du chef de l'État. Ah, ok. Donc le chef de l'État, il est le garant de l'institution. C'est le magistrat suprême, ce que dit la Constitution. Comme le commandant suprême. Comme le commandant suprême. Est-ce qu'il y a rupture? Parce que beaucoup de gens se disent, mais ce sont les mêmes figures, ce sont les mêmes têtes qui sont revenues. Beaucoup pensaient qu'il y aurait une rupture, un changement vraiment dans la composition de certains magistrats, de certaines personnalités. Mais on a l'impression, peut-être ce n'est qu'une impression, ce sont les mêmes têtes qui sont revenues. Madame, je ne sais pas si on demanderait au chef de l'État d'aller nommer de nouveaux magistrats au sein de l'UDPS et de prendre dans ses alliés, moi qui ne suis pas magistrat, faire de moi un magistrat et directement me nommer à la Cour de cassation pour qu'il y ait rupture. Ces magistrats ont été recrutés avec les moyens de l'État, ils sont payés par l'État, ce sont des citoyens congolais comme nous, qui ont travaillé sous un régime. Mais maintenant, il faut réformer la justice. Comment on va réformer la justice? On doit renvoyer tous les magistrats à la retraite, recruter de nouveaux magistrats et leur confier des responsabilités qu'ils n'ont jamais gérées. Je pense que Etienne Tshisekedi nous disait que le poisson commence à pourrir par la tête. Les chefs d'État donnent l'impulsion. Ce qui manque, ce ne sont pas des bons magistrats. Ça, je peux vous le dire, je suis avocat. Il y a de bons magistrats qui ont une bonne conscience et une bonne moralité. Mais lorsqu'il se trouve que leur bonne foi est étouffée par les interventions politiques, par le système, c'était un problème. Mais le système actuel, il est démocratique. Il laisse l'ouverture aux magistrats, les mains libres aux magistrats de poser les actes. Et je crois que vous verrez ce qui va se passer. Aujourd'hui, la justice ne sera plus une justice injuste, comme l'a dit la dame. Non, c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on se bat. Nous voulons une justice. La justice, c'est quoi, madame? La justice, c'est quoi, en fait? C'est l'application de la loi. La justice, c'est le rétablissement de l'équilibre rompu. Donc, quand on applique la loi, c'est ça la justice. Nous voulons deux magistrats qui vont appliquer la loi, tout simplement. Sans pression. Sans pression, sans quoi. Vous appliquez la loi. Comme appliquez la loi. Appliquez tout simplement la loi. Et le chef de l'État l'a dit, que je ne veux pas d'une justice faite à la présidence. Donc, aucun magistrat, parmi ceux qui sont nommés, pourra dire que j'ai reçu les injonctions de tel pour ne pas faire tel travail. Ils sont libres de poser les actes. Vous savez, madame, ce qui tue ce pays, c'est l'impunité. Et l'impunité n'est consacrée que lorsque la justice ne fait pas le travail. L'impunité, c'est le fait que quelqu'un commet un fait infractionnel et qu'il n'est pas poursuivi. Nous voudrons que les magistrats qui ont été nommés par le chef de l'État amènent la rupture par leur comportement et en rendant une bonne justice à la République, ça profiterait à tout le monde. Pas seulement s'en prendre, comme on dit, au menu frétin, excusez l'expression, qui s'en prennent aussi aux gros bois, ceux qui détiennent vraiment le monopole du pouvoir, parce que quand on s'apprend aux fusibles qui doivent sauter pour protéger les autres, espérons que ça va changer. Madame, le ministre de l'Intérieur, le ministre provincial de l'Intérieur n'était pas un menu frétin. Espère. Et le conseil chef de l'État qui a été arrêté et amené à Makala n'est pas un menu frétin. Monsieur Blattner n'est pas un menu frétin. Il y a quand même des signaux forts. Nous n'avons jamais assisté dans ce pays, depuis 18 ans de règne de Kabila, un ministre, même un député être condamné, surtout quand il est du pouvoir. Parce que le monsieur qui a été condamné fait partie de notre coalition. Mais personne ne l'a défendu dans le mal. Il a été, la justice a fait son travail, il a été condamné, il est en train de purger sa peine aujourd'hui en prison. C'est juste ce que nous voulons. Et ça n'avait jamais existé dans le passé. Prenons cet aspect, cette crise sociopolitique. Nous avons suivi ce compatriote qui parle, encore nous y revenons, de la politisation des entreprises. J'avais déjà évoqué ce sujet tout à l'heure. Doit-on tenir compte cette fois-ci, Roby Ikayenga, des compétences et non des gens qui sont des politiques, parce qu'on peut avoir un expert, mais qui n'est ni membre de l'UDPS, ni membre de l'UNC, ni membre de Autre Vision du Congo. Il va rater son poste, ou il ne peut pas servir dignement ce pays parce qu'il ne fait partie d'aucun parti politique. Non, je ne pense pas que tous ceux qui ont été promus au sein même au niveau de la présidence, même ceux qui sont dans les cabinets politiques, il y a ceux qui n'ont pas de partis politiques que les ministres ont pris par rapport à leur expertise. Donc madame, là ne vous en faites pas. Et c'est ce que nous demandons au chef de l'État. Qu'on ne nomme pas les politiciens juste par regroupement de partis politiques. Parce que c'est sur une liste quelconque et on prend la personne en place. Je suis d'accord avec les compatriotes. Ne politisons pas ça.
Nous avons besoin des recettes, nous avons besoin de gens qui connaissent le métier, qui savent travailler dans les secteurs et qui peuvent renflouer les caisses de l'État. On ne va pas renflouer la caisse de l'État en mettant quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est les recettes, qui ne connaît pas ce que c'est l'impôt, qui ne connaît rien du tout des régies financières, et on les prend, on les place là-bas parce qu'il est ici d'une famille politique quelconque. Là, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous voulons que ces gens qui seront placés là-bas, que ce soit des personnes compétentes qui pourront faire valablement le travail. Le budget, ça avait créé vraiment, ça verrait mieux aussi un peu la mer congolaise il y a quelques semaines, avec la publication du tableau du ministre des Finances, Sélé Yagui, et beaucoup de gens ont dit que non, le président nous avait trompé, il avait parlé de 11 milliards, et voilà, selon les prévisions, on atteindra même 4 à 5 milliards. Est-ce que c'était vraiment opportun que le ministre des Finances publie ce tableau sur les réseaux sociaux? Non, je crois que même son Excellence Bodoma l'a dit, que ce n'était pas opportun qu'il le publie. Parce que là, il s'agit tout simplement d'un plan de trésorerie. Exactement. Il a regardé, il a vu que d'ici le mois de mars, nous ne pouvons que mobiliser jusque-là 5 milliards par exemple. Ce plan de trésorerie qui peut changer au fur et à mesure qu'on évolue. Parce qu'on peut arriver au mois de mai et on arrive à faire beaucoup de recettes, à dépasser ces 5 milliards. Et lui-même est revenu sur ça pour clarifier ses propos. C'est juste une prévision. Parce que le budget même, c'est une prévision. Et on a prévu 11 milliards. Et le ministre des Finances vous dit, bon, jusque-là, avec les données que moi j'ai, nous pouvons atteindre 5 milliards. Et donc, on doit continuer à travailler davantage pour arriver à 11 milliards. Et surtout que, si tout va bien, au mois de mai ou de juin, nous aurons les appuis budgétaires du FMI. Donc, ça pourrait quand même booster notre économie, budget. Notre budget. L'avant-dernier sujet, mesdames et messieurs, c'est l'UDPS, les 38 ans de l'UDPS. Roby Kaeng a dit qu'il y a été, on a célébré ces 38 ans de vie, de combat, non, c'est 37 ans de combat, parce que ça fait une année que l'UDPS est au pouvoir, et la réaction de Peter Kazadi par rapport à cet anniversaire. Le stade de martyrs de la Pentecôte, plein comme un œuf, a connu plusieurs temps forts en ces jours de célébration du 38e anniversaire de l'UDPS et de l'an 1 de l'alternance pacifique au pouvoir. L'on retiendra l'allocution du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, a rappelé l'histoire de l'UDPS de sa création à l'accession au pouvoir. Le Benjamin de 13 parlementaires, Potré Lumbu Maloba, et le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wamulumba, doyen de l'UDPS, ont rendu témoignage du combat de l'UDPS et de la conquête de la démocratie en République démocratique du Congo. Le dernier à intervenir, le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabund, a révélé la volonté du parti du Sphinx de Limete de rester au pouvoir en vue de consolider l'état de droit, promouvoir le développement du pays et l'épanouissement de sa population. Une ambition à réaliser conformément selon les textes et lois de la République, a-t-il rassuré. Celui qui s'est fait baptiser maître nageur veut aussi voir clair s'agissant de la gestion des deniers destinés à la construction des seaux de moutons. Pour Jean-Marc Abound, toute personne impliquée doit rendre de compte. Le président intérimaire de l'UDPS a aussi salué la nomination de nouveaux magistrats. Il les a invités à travailler pour l'intérêt de la population. La journée a été agrémentée par le phénomène Weranson, le Bayouda du Congo et bien d'autres orchestres. C'est une affiche décisive de la Fondation Peter Kazadi à l'occasion de la célébration des 38 ans d'existence au Stade de Martyrs. Rejoint tôt le matin du week-end par sa base naturelle à son domicile de Lemba, le géniteur de la FPK a été à la tête d'une procession qui a majestueusement fini par verser dans la Grande Marmite où s'éteignaient les manifestations. C'est ici le lieu de célébrer à la fois le couronnement d'une longue lutte, mais également l'an 1 du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous célébrons le 38e anniversaire de notre parti. En même temps, nous célébrons notre première année au pouvoir. L'UDPS s'est battu rien que pour le peuple. Le peuple doit nous faire confiance. Le peuple doit soutenir les actions du chef de l'État. Au bout des 5 premières années de son mandat, la vision peuple d'abord va être effective.
Cadre du parti et proche du chef de l'État, Peter Kazadi admet sans gêne la perte de temps enregistrée par son parti après son accession au pouvoir à cause des querelles improductives de fils maison. Des situations surmontables, a souligné l'élu de Lemba. En tant que famille, il y a toujours des moments de dispute, mais l'essentiel est de mettre en exergue, mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur du parti. Je pense que chacun de nous va mettre un peu d'eau dans son vin pour qu'ensemble nous puissions nous mettre autour d'une table, autour de la cause nous léguée par nos pères fondateurs pour le bien-être de notre parti. Laver les linges sales en famille, c'est ça qui a aussi caractérisé le message du président haï du parti. Certes, nous avons connu des moments de tension et de divergences d'opinion entre nous, fils maison. Mais face à la mission qui nous attend, celle d'aider les chefs de l'État à réussir son quinquennat, ces divergences, ces tensions ne sont pas aussi fortes ni aussi importantes que peut l'être notre union. Une année après le règne de l'actuel chef de l'État, Peter Kazadi et la fondation qui porte son nom restent imperturbables dans leur mission d'appuyer les actions de Félix Tshisekedi. Roby Kayenga, 38e anniversaire de l'UDPS. Mais nous aimons bien finir le passé, nous jetons un coup d'œil. J'ai publié sur ma page Facebook une ancienne photo de 4 grands, à l'époque, après les 13 parlementaires, de 4 grands qui donnaient presque le visage de l'UDPS à l'époque. Et le visage de la RDC, il y avait Mbwankiem, qui représentait le Bandundu et le Bas-Congo à l'époque. Le Katanga était représenté par... Kyungu. Non, pas Kyungu, c'est lui qui est... Son fils est aujourd'hui ministre de... Kibasa, merci. Il y avait Kibasa, il y avait Etienne Tshisekedi qui représentait le Grand Kasaï et Marcel Yaou qui représentait les Bangala. Donc vous voyez un peu l'image de l'UDPS à l'époque. C'était vraiment la RDC en miniature. Et aujourd'hui, une certaine opinion pense que cet élan est cassé, cet élan est brisé. Parce que quand on voit aujourd'hui la haute structure de l'UDPS, on ne retrouve plus cette grande représentativité qui est la RDC. Et qu'aujourd'hui, les mauvaises langues, moi je dis bien les mauvaises langues, disent que l'UDPS est quelle partie à Balouba. Est-ce vrai? Est-ce faux? Bon, madame, personnellement, je suis Moulouba, je ne suis pas de l'UDPS. Donc, c'est pour vous dire que je suis allié de l'UDPS au regard du combat de ce parti. Et si je me suis rendu au stade de Martyr, je vous ai rappelé qu'en 2011, j'y étais avec Etienne Tshisekedi, et en 2020, je venais d'être encore là par rapport au combat de l'UDPS, par rapport aux valeurs que l'UDPS défend. Ceux qui disent que l'UDPS est un parti de Balouba, je ne sais pas sur base de quel fondement ils les disent. Parce que au sein de l'UDPS, toutes les tribus ont émergé. Qu'ils vous souviennent qu'au sein de l'UDPS, le secrétaire général de l'UDPS, dans la plupart des cas, n'était que des gens des autres tribus. Mais pourquoi les gens ne parlent pas du Palou, par exemple? Vous avez déjà vu un Moulouba qui peut être secrétaire permanent du Palou? Je n'ai jamais vu. Vous avez déjà dit un Moulouba émerger au sein du Palou, une autre tribu émerger au sein du Palou. Par exemple, ce sont des partis comme ça que vous devez mettre en exergue. Ce n'est pas l'UDPS. Vous vous rendez compte que pendant la campagne, alors que le chef de l'État devait passer sur la RTNC, tous les candidats passés, lorsque était arrivé au moment du candidat de l'UDPS, c'est Jacquemain Chabani qui est allé représenter le chef de l'État pendant ce moment-là, donc dans cette émission-là. Donc c'est toutes les tribus qui émergent. Mais il faut aussi dire que les Balouba ont été persécutés aussi dans le temps passé par le pouvoir ancien à cause de Tshisekedi. Et donc ils ont développé aussi cet amour vis-à-vis de leur leader qui a été persécuté. Parce que vous avez cité les Bouankem, vous avez cité les Liaou. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont reculé devant le combat. Ils sont allés adhérer au sein du impère. Ils sont travaillés avec Mobutu. Mais Tshisekedi est resté seul. Et il a continué le combat. Même Kibasa aussi était parti? À un moment donné, Kibasa était parti. À un moment donné, il était parti. Et donc, tous ces gens-là, quand ils sont partis, et Tshisekedi est resté seul. Et parce que le Balouba connaissait une certaine persécution, parce que Tshisekedi était là, ne vous en faites pas, madame, nous avons entendu. Bouma Moulouba et Tika, tout ça, on a entendu ça. C'était pas à cause de parce que les Balouba sont mauvais, mais c'était parce que Moulouba et Tshisekedi étaient là et faisaient tête à Mobutu. Alors c'est comme ça que les Balouba aussi se sont dit, bon, nous avons le nôtre qui est en train d'être persécuté parce qu'il défend la République. Mais dans la tête de Tshisekedi, par exemple le fils, il n'y a pas ça.
Regardez dans sa façon de se comporter. Regardez les ministres qui ont été nommés. Regardez même au niveau de son cabinet. Il a pris tout le monde. Tout le monde. Il n'a pas ça dans sa tête. 37 ans de combat, Roby Kainga, 37 ans de combat. On vous reproche aussi, ne m'en tenez vraiment pas rigueur. J'ai un allié de l'UDPS et je ne fais que reporter les desiderata de cette population qui me suit et qui m'apprécie. Beaucoup disent que vous avez perdu la qualité. Vous avez perdu l'excellence au sein de l'UDPS. Et ça s'est manifesté lors du choix, par exemple, des... Comment je peux dire le choix des candidats pour la composition du gouvernement. Ça prenait énormément de temps parce qu'au sein de l'UDPS, il fallait qu'on n'avait pas cette qualité, cette compétence. J'y reviens parce que j'ai presque une bouche autorisée. À l'UDPS, on retrouve tout le monde de la qualité. Il y en a toujours. Madame, la formation du gouvernement, le blocage, ce n'était pas au niveau de l'UDPS. Non. Ce n'était pas au niveau du choix des compétences. Le blocage était ailleurs. Ok. Par rapport à la qualité de l'excellence, il y en a plein. Parce que beaucoup disent, je ne fais que dire ce que se dit cette population. Avec cette image qu'on voit des gens qui manifestent tout le temps dans la rue, on s'est dit, mais c'est vrai que vous êtes une partie de masse, vous le dites toujours. C'est la base qui commande, vous êtes une pyramide renversée. Et c'est la masse, de fois on dit, la masse ne réfléchit pas. Il faut une élite, même quand on conduit un train, il faut qu'il y ait tout à train qui appuie. Et vous, c'est le contraire. Et cela ne vous désassonne pas de temps en temps quand on vous dit que vous n'êtes pas une partie d'élite, que vous êtes une partie de masse et la masse ne réfléchit toujours pas. Non, madame, je voudrais d'abord vous fixer sur certains points. L'UDPS... Vous n'êtes pas de l'UDPS, il n'est pas de l'UDPS, mais il est allié. L'UDPS est allié, c'est un parti de l'excellence. L'excellence se résume en ceci. Lorsque j'étais dans le stade de martyr, lorsqu'on a entendu l'hymne national de l'UDPS, madame, tout le monde chantait. Ils avaient intériorisé ça. Et ça, vous ne trouverez pas ça dans la plupart des partis politiques. Sauf au Palou. Sauf au Palou. Les gens sont venus sans demander de l'argent. Ils sont venus eux-mêmes, malgré que l'UDPS est au pouvoir. Les gens sont venus eux-mêmes. De 3, madame, le chef de l'État, qui est l'un de nous, n'est pas venu parce que il s'est estimé être le président de tout le Congolais, pas d'un parti politique. C'est ça l'excellence. C'est ça l'excellence en fait. Alors, au sein de l'UDPS, il y a des têtes. Kabila faisait la même chose aussi, il ne venait jamais aux manifestations du PPRD. Jusqu'aujourd'hui, il ne vient pas toujours. Hein. Il ne vient pas toujours. On lui a même réservé tout un siège qu'il n'a jamais occupé. Donc jusqu'aujourd'hui, il est président du PPRD, mais il n'a jamais été tenu même un seul meeting où il a parlé de l'UDPS. Et puis, Kabila était toujours un candidat indépendant. N'oubliez pas. Mais nous, Tshisekedi était les candidats de l'UDPS. Donc c'est différent. Et donc, l'excellence, il y en a, madame. Les têtes pensantes, il y en a au sein de l'UDPS. Il y en a. Mais vous savez, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, il y a ce qu'on appelle... s'accommoder. Il fallait quand même comprendre aussi comment les choses fonctionnent. Et puis, généralement, c'est ceux qui sont... Vous savez, par exemple, je donne l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que la France n'était pas une superpuissance pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était le Japon, c'était l'Allemagne. Mais parce que l'Allemagne, la France s'est retrouvée du côté des vainqueurs. Aujourd'hui, elle a le droit de veto. Donc elle est parmi les grandes puissances aujourd'hui. Est-ce qu'elle a le droit de veto alors que l'Allemagne, qui était une grande puissance de l'époque, une superpuissance de l'époque, n'a pas de droit de veto? Parce qu'il s'est retrouvé du côté des vainqueurs. Quand on a gagné, on est avec des alliés, on peut dire voilà, parce que nous sommes avec des alliés, on les met aussi dans la compétition, sans peut-être être tellement rigoureux dans le choix du fait que les gens ont combattu avec nous. Mais je crois qu'il y aura des réajustages au fur et à mesure que nous évoluons. On va commencer maintenant à comprendre que tel n'a pas été à la hauteur, tel a été à la hauteur et on doit remplacer. 37 ans de lutte. Aujourd'hui, vous êtes satisfait? Vous avez obtenu le pouvoir et Jean-Marc Kabound l'a dit, nous allons garder ce pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Nous sommes satisfaits du combat qui a été mené parce que nous avons atteint le couronnement de ce combat. Et c'est-à-dire, l'UDPS est en train de gérer aujourd'hui la République. Pas seul, hein? C'est vrai. Avec UNC, ne l'oubliez jamais. Il ne faut pas dire que vous gérez seul. Vous gérez avec le FCC et avec l'UNC. Vous ne gérez pas seul. Oui, l'UNC. Vous ne gérez pas seul. Je ne parle pas de l'UNC parce que l'UNC est avec nous.
Et donc, le FCC, c'est la nature qu'il s'est imposée à nous. C'est un incident de parcours. Personne, madame, ne pouvait vouloir travailler avec le FCC. Personne au sein de nous, les alliés, tout comme nous, les gens de l'UDPS, ou les gens de l'UDPS, ou ceux qui ont... Personne ne veut jamais envisager travailler avec Kabila. Qui d'entre nous? Nous avons connu la persécution de ce régime. Nous avons connu des gens qui sont morts avec nous dans ce combat. Qui peut aimer travailler avec Kabila? Mais ça s'est imposé à nous. Parce qu'on est républicain, on a dit voilà, on avance. Mais personne, aucun Congolais, de nous tous, et les alliés, et les de l'UDPS, il fallait un travail énorme pour convaincre à la base qu'il fallait accepter cette coalition. C'est là que j'ai toujours demandé aux amis du FCC de rester un peu à l'abri, de se retirer un peu. Et de vous laisser travailler. Accordez-moi une minute, parce que c'est une question aussi d'actualité, parce que j'ai quelqu'un pas de l'UDPS, mais un allié de l'UDPS. La question des combattants en Europe par rapport à cet exemple vraiment palpable, c'est le concert de Fally Ipupa le 28 février à Cor Athéna en France. Pour vous, quelle est votre position aujourd'hui? Doit-on, aujourd'hui on le sait, l'UDPS a gagné, comme vous l'avez dit, vous êtes au pouvoir, aujourd'hui vous travaillez, mais les musiciens aujourd'hui en payent encore les prix, payent encore le prix de cet embargo-là que nous avons soutenu à un moment quand on combattait Joseph Kabila. Mais aujourd'hui ça fait une année que vous êtes au pouvoir. Moi, je pense que ce que je peux dire à mon compatriote Fally, c'est qu'il fasse son concert, que la police française s'implique, que le réfracteur soit déféré devant la justice et qu'il soit arrêté. Parce que c'est un gagne-pain pour lui. Il travaille. Il travaille. Il ne passe pas de nuit. Il souffre pour son métier. Il doit vivre. Et ce qui est grave, même ici, dans le pays, il y a des gens qui s'élèvent pour dire il faut brûler, il faut mettre une bombe, il faut faire ceci. Non, c'est pas ça. Un musicien fait son travail. C'est son gagne-pain pour sa famille et pour ses enfants. Laissez-les faire le travail. Si vous avez des revendications, aujourd'hui, combien sont rentrés de la diaspora sont rentrés aujourd'hui qui travaillent au sein du gouvernement ou qui travaillent dans tel ou tel autre ministère? Ils sont là, ils travaillent. Donc ce n'est pas, quand vous travaillez, c'est bien. Mais quand l'autre doit travailler aussi pour ses enfants et sa famille, vous l'empêchez de travailler. C'est pas humain, c'est pas correct. Donc il faut absolument, moi je demande que le gouvernement français s'implique, qu'il mette en place la sécurité pour sécuriser notre compatriote et qu'il fasse son concert. Nous allons terminer par l'opération, mesdames et messieurs, l'opération Kinbopeto. Les retombées, on en cherche toujours parce qu'à Kinshasa, après même une petite pluie, c'est la catastrophe. Hier déjà, on a vu les images qui ont circulé sur la toile. C'est vraiment partout à Kinshasa, une moindre petite pluie, c'est la catastrophe. On se demande vraiment bien cette opération, comment ça se déroule. Nous allons terminer par ça. Ce samedi 22 février marque la naissance du fondateur du mouvement scoutisme, jour choisi par la Direction générale mondiale du scoutisme pour inviter ce membre à initier des actions d'intérêt général qui vont contribuer au développement des communautés. C'est ainsi que nous sommes associés, nous sommes venus vers notre autorité municipale pour le soutenir. N'est-ce pas? Parce que l'initiative du gouverneur Kinshasa Bopeto vise à rendre la ville de Kinshasa très propre. Et notre autorité municipale, le bourgmestre de la commune de Bandal, il est également dans cette initiative. Et nous, en tant que jeunes scouts, citoyens, patriotes de la commune de Bandal, nous nous sommes dit de nous joindre à lui. L'initiative est bien vue par le premier citoyen de Bondalungwa. Bailong Gaïbene a promis son soutien total. Que les jeunes scouts sont venus appuyer. Et moi, je le remercie sincèrement pour cette initiative. Vous avez vu, en un rien de temps, nous avons nettoyé l'avenue 24 novembre avec ces jeunes qui sont mobilisés, tout âge. Ce samedi, comme d'habitude d'ailleurs, le bourgmestre de Bondalungwa a sensibilisé les Ndalois s'agissant du bien fondé de l'opération Kinbopeto. Jour et nuit, il est traité de veiller sur sa commune. Il passe d'une avenue à l'autre. Notre frère ici, il le mérite. Que Dieu le bénisse. Que Dieu aussi bénisse notre gouverneur de la ville de Kinshasa. Il faudra que nous puissions changer de mentalité. Et chaque famille doit enseigner au moins les enfants et le futur qu'il faudra la propriété. Vous voyez, les gens tombent malades à tout moment. Dans chaque foyer, il y a au moins un malade. On ne sait pas, les maladies proviennent d'où. Peut-être c'est la saleté qui nous entoure. Notons que les Ndalois, pour la majorité, n'attendent plus la présence d'un chef pour se mettre au travail.
Roby Kainga, nous sommes en train d'atterrir tout doucement, mais la question c'est, bon, Kin Bopeto, il y a eu les sanctions, hein, nous avons suivi le gouverneur de la ville qui a sanctionné certains bourgmestres, et aujourd'hui c'est la commune qui fait parler d'elle, c'est la commune de Ngalema, la commune qu'on avait attribuée à l'UDPS. On a vu les calicots touchés par notre bourgmestre et tout ça. Est-ce que le gouverneur n'avait pas raison de sanctionner ceux qui ne respectent pas ces conditions, ce qu'il a posé comme mesure par rapport à Kin Bopeto? Non, je crois que le gouverneur doit d'abord nous produire le plan pour assainir Kinshasa. Il ne produit pas ça. Ce ne sont pas des actes sporadiques qu'il pose. Aujourd'hui, le matin, on enlève des immondices ici, on enlève des immondices là-bas. Non, il faut qu'il y ait un plan d'assainissement. Madame, lorsque moi j'avais vu Kin Bopeto sponsoriser un concert de Jibin Piana, j'avais dit que c'était fini pour nous. Et qu'il ne fallait plus rien espérer. Parce que dès que ça m'a rappelé l'opération coup de pointe de Jean Kimbunda, c'était pratiquement la même chose. Coup de pointe, coup de pointe. Quand l'émission commençait à chanter ça, et c'était fini. Et quand j'ai vu Kin Bopeto être sponsorisé déjà des musiciens, et j'avais dit, voilà, nous serons tombés dans la même bêtise. C'est une sanction politique selon vous, Roby? C'est une sanction politique? Moi, j'ai dit que le gouverneur, je ne veux pas aller dans les particularités, je voudrais que le gouverneur nous présente un plan d'assainissement pour la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il entend faire? Comment il va récupérer les immondices? Où est-ce qu'on va les amener? Madame, vous vous rendez compte qu'il avait lancé Kin Bopeto sans avoir des camions pour évacuer les déchets? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Il n'y a pas longtemps qu'il a dû acquérir 20 camions pour assainir la ville de Kinshasa. Mais comment tu as pu lancer une telle vaste opération avec les chefs de l'État à l'appui sans avoir des camions d'évacuation des déchets? Il fallait commencer par là. Il fallait commencer par acquérir des camions, savoir que quand on va acquérir ces camions, on va les déposer où et qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets-là? Et mettre en place un plan d'assainissement cohérent et l'exécuter. Et lancer Kin Bopeto. On a lancé Kin Bopeto et après on a vu les immondices partout. Et puis après 2 ou 3, 4 mois, on assiste, non, j'ai reçu maintenant des camions pour évacuer. Il dit, mais écoutez, soyons sérieux. Et dans l'entretemps, ça sponsorise les musiciens. Qu'est-ce que ça vient avoir avec les concerts? Revenons, moi j'aime les réponses précises. La commune de Ngalema aujourd'hui est presque bloquée. Blackout. On a vu, on passe par là, rien ne fonctionne. C'est comme ça que vous devez réagir? Qu'est-ce qu'il reproche? C'est une injustice, c'est une sanction politique. Qu'est-ce qu'il le reproche exactement? La non-exécution de son plan, il paraît. Quel est ce plan? Quel est le plan? Et qu'est-ce qu'il avait demandé? L'argent était décaissé, non, pour faire Kin Bopeto? Donc il y a eu des tournements. S'il y a des tournements, alors qu'il a juste fait son travail. Et non les sanctionner préventivement? Il faut sanctionner sur base de faits qui sont constatés. S'il s'avère que... C'est là que je dis, le cabinet du gouverneur doit communiquer. Parce qu'on a juste sanctionné. Dans la lettre de sanction, on n'énumère pas tous les faits. Mais qu'on fasse une conférence de presse, qu'on dise par exemple que ce bourgmestre-là, que vous défendez, que la population de Ngalema défend, a détourné de l'argent ou a fait tel acte qui n'était pas correct. Voilà pourquoi on a sanctionné. Mais on ne dit rien. Ok. Merci beaucoup, Roby Kainga. La télé, c'est les temps. Malheureusement, on ne l'a pas vu passer. Nous avons en tout cas passé en revue toute l'actualité, en tout cas fort de cette semaine. Roby Kainga est porte-parole du parti Autre Vision du Congo, le parti cher au vice-ministre. Il est vice-ministre, hein? Vice-ministre Didier Boudimbo, allié de l'UDPS. Il est aussi expert au ministère de l'économie. Et donc, merci à vous aussi, chers followers, pour toutes vos questions. Je crois que je suis votre intermédiaire. J'ai quand même posé vos questions à Roby Kainga et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.